Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous parler aujourd'hui divertissement et on va parler séries télé, séries disponibles majoritairement sur Netflix, et une de ces 12 séries dont je vais vous parler est regardable sur OCS. Cette vidéo, elle fait suite à une vidéo que j'ai déjà faite sur ce thème, où dans cette précédente vidéo, j'avais parlé aussi de 12 séries qui pour moi étaient incontournables à regarder absolument pour avoir une culture série bien établie. Et je vais régler mes comptes avec moi-même tout de suite, puisque vous êtes nombreuses à m'avoir dit que j'avais oublié la série La Casa de Papel. Et j'avais déjà parlé en juin 2018, je crois, de La Casa de Papel dans une vidéo où je vous parlais de mes favoris culture, et j'avais omis de parler de cette série dans mes incontournables, alors que pour autant je la trouve vraiment incontournable comme série. Cette vidéo ne remplace pas du tout la vidéo précédente que j'ai fait sur le sujet, elle vient compléter la vidéo précédente par d'autres favoris. Donc je vais citer en premier La Casa de Papel. Il s'agit d'un génie du crime qui se fait appeler le professeur et qui va préparer 8 bandits, enfin 8 personnes qui sont soit recherchées pour différents crimes, des vols ou des trafics de drogue. Elles sont soit recherchées, soit elles viennent de sortir de prison, et il va préparer ces 8 personnes à braquer, à être opérationnel pour braquer la Casa de Papel en Espagne, qui n'est autre que la fabrique de la monnaie d'Espagne. Pendant ce temps-là, le professeur, lui, reste extérieur au braquage. Il suit de l'extérieur tout ce qu'ils vont faire, il va les commander, les diriger, enfin tout est préparé à la lettre, et il va manipuler la police, et notamment la commissaire. C'est assez inédit comme scénario sous forme de série, donc on se dit est-ce que ça va être bien, parce que des braquages dans les films on en a vu plein, mais en série c'est assez inédit et je dois dire que c'est vraiment très réussi. Je dis qu'un des mots pour résumer cette série, c'est l'Espagne, parce que déjà on a la musique espagnole qui est très présente par une chanson qui est remise au goût du jour et qui même a saoulé un peu à force de l'écouter. On a vraiment des acteurs qui ont une sensualité homme comme femme qui est typique de l'Espagne, je trouve, et ça fait une série qui se démarque par ce fait-là également, et c'est une série qui est vraiment incontournable, pleine de rebondissements, très intense en émotion. Il y a des passages qui sont drôles, les personnages sont attachants sans pour autant être la caricature du beau gosse. Ouais, j'ai vraiment adoré cette série. La deuxième série dont je voulais vous parler, quand je vous en avais parlé sur ma chaîne, je crois que c'était en même temps que La Casa de Papel, donc ce sont des séries qui sont sorties quasiment en même temps, je pense. C'est The End of the Fucking World. On suit la relation naissante entre deux adolescents qui sont Alyssa et James. Alyssa, un personnage, une jeune fille qui est très mal dans sa peau et très mal dans sa famille. Elle fait partie des enfants qui ont manqué d'amour de ses parents, donc de sa mère, et puis son beau-père la traite très mal. Et James, lui, a des douleurs d'enfance qui sont différentes, mais ça en fait quelqu'un de très déséquilibré qui a pour fantasme de tuer quelqu'un, et au départ il va avoir pour fantasme de tuer Elissa, du moins il la cible comme la personne qu'il est destiné à tuer, et puis il va lui faire croire qu'il est amoureux d'elle, et puis ils vont s'enfuir, et il va s'en suivre plein de péripéties. J'aime beaucoup cette série parce que elle est très loufoque. Les personnages, ils sont grotesques parfois, mais ils vont être aussi très drôles et très attachants. La suite est sortie dernièrement en 2019, on a regardé la suite. Ce que j'ai apprécié aussi dans cette série, c'est la photographie de la série, parce que on est sur une série britannique et finalement on se croirait presque dans un road trip américain. On a les portraits qui sont faits sur des paysages, sur fond de paysages vraiment canon, et ça rend pas la série désagréable de ce point de vue-là. La musique aussi, la bande originale est plutôt bonne. La série suivante, ça peut un peu vous surprendre parce qu'elle sort des sentiers battus, du moins de mes sentiers battus, de ce que j'ai l'habitude de regarder. Pour autant, elle me représente pas mal parce que c'est la série Anne with an E. Si vous êtes de ma génération, peut-être avez-vous connu le téléfilm qui s'appelait Le Bonheur au bout du chemin, et qui est tiré du livre de Lucy Maud Montgomery qui s'appelle Anne et la maison des pignons verts.
Et on a cette série Netflix. L'histoire se passe sur l'île du Prince-Édouard, qui est une île au large du Canada, je crois. Et c'est une île, depuis ma tendre enfance, je rêve de m'y rendre tellement les paysages sont beaux. C'est vraiment des paysages avec de l'eau, de la nature, de la verdure. Ça fait très envie de s'y rendre, et depuis que j'étais fan du téléfilm Le Bonheur au bout du chemin, je rêvais de me rendre sur cette île. Et là, on a une nouvelle série qui m'a encore donné, qui a fait renaître en moi cette envie de me rendre dans ce lieu. Donc l'histoire se passe à Avonlea majoritairement, donc un village de l'île du Prince-Édouard. Et on a Matthew et Marilla Cuthbert, qui sont frères et sœurs, vieux garçons, vieilles filles. Ils ne se sont jamais mariés. On est à la fin du 19e siècle, je crois. Et ils ont besoin d'aide puisque Matthew vieillit, il y a une ferme à tenir et il voudrait adopter un garçon. Et il se rend à la gare chercher ce jeune garçon, sauf qu'il y a eu une erreur, et c'est une petite fille fougueuse et très bavarde et rousse qui va l'attendre à la gare. Et déjà, tout au long du chemin, pour rentrer au Pignon Vert, elle lui fait comprendre, voilà, son caractère est transparent, et elle passe son temps à papoter. Et déjà rien qu'à ce premier voyage, il s'attache à elle. Il va s'en suivre finalement plein de péripéties. Ils vont décider de garder cette jeune fille qui va aller à l'école. C'est une histoire qui est pleine de sensibilité, de tendresse, et puis comme je dis, c'est très prosaïque, très terre à terre, et c'est romantique. C'est tendre, c'est pur, c'est un peu la petite maison dans la prairie, mais version île du Prince-Édouard en fait. Et du coup, j'adore cette histoire. C'est la petite maison dans la prairie, mais sans les drames de la petite maison dans la prairie, parce que quand même, la petite maison dans la prairie, pour te casser le moral, quand même, ils savent y faire hein, parfois. Mais c'est moins moralisateur aussi. Mais je parlais de l'ambiance en fait, l'ambiance à l'ancienne un petit peu. Quatrième série, c'est une série que j'ai déjà évoquée sur cette chaîne, c'est The OA. On a Prairie Johnson qui est une jeune femme qui réapparaît après 7 ans de disparition. Elle avait été enlevée, enfin on ne sait pas ce qui s'était passé, et elle avait disparu, et quand elle a disparu, c'était une enfant aveugle, une enfant qui a été adoptée aveugle, et quand elle réapparaît, elle n'est plus aveugle. Donc le FBI va rechercher ce qui a bien pu se passer pendant ces 7 ans, sachant qu'elle, elle est totalement muette sur le sujet, non pas qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même assez troublant. On est dans la série qui parle de paranormal, et elle va raconter son histoire à un groupe d'amis vraiment inconcevables. Enfin, je crois qu'il faut être 5, et elle va leur raconter son histoire et leur apprendre des gestes qui la feraient revenir dans une autre dimension. C'est très compliqué, mais c'est une série qui a été arrêtée par manque de succès, mais ce que je peux comprendre, parce qu'il faut vraiment regarder cette série dans l'optique de se concentrer à bien comprendre, et il faut vraiment se concentrer pour l'apprécier. Et c'est vrai que si on regarde cette série dans le but de se reposer et voilà, de laisser couler sur soi, non, c'est pas le cas. La 5e série, je vais rester un petit peu dans le, dans le truc un peu perché, c'est Stranger Things. Au départ, je savais pas si j'aimais bien, si j'aimais pas, j'étais vraiment partagée, et je trouve que finalement c'est quand même une bonne série. J'ai pris plaisir à regarder les dernières séries les dernières saisons qui sont parues sur Netflix. On est dans les années 80, très bien représentés. Moi je suis née en 87, et voilà, années 80, années 90, je me suis un petit peu identifiée au look, à ce à quoi les enfants qui sont dans cette série jouent, le mode de vie et tout, bien que c'est aux États-Unis. Je trouve qu'on pouvait s'identifier, et c'est assez fun en fait, ce côté années 80 très bien représenté, avec une bande originale encore une fois géniale. Ça rend la série vraiment bien. Et on a Will qui va disparaître, et il se fait absorber par une créature paranormale, une créature imaginaire, et il se retrouve dans ce que les enfants, tous ses copains, vont appeler le monde à l'envers. Ses copains vont partir à sa recherche, et ils vont rencontrer une jeune fille avec le crâne rasé, avec une allure assez bizarre, elle a un comportement assez étrange. Elle a le chiffre 11 tatoué sur le poignet, et du coup ils vont l'appeler 11.
On va se rendre compte que cette fille, elle est un petit peu la source en fait de toute l'histoire. On est sur une série vraiment avec des personnages attachants qui ont chacun leur rôle bien défini, leur caractère bien défini. On a la naïveté des années 80 que j'adore, la musique est géniale. Il y a un mélange des genres assez intéressant, il y a un petit peu d'humour, il y a l'histoire d'amitié, il y a le côté vintage de la série, et puis le côté science-fiction, bien sûr. Donc, Unbelievable, c'est une mini-série américaine qui raconte l'histoire de Mary Adler. Je ne sais pas si la vraie histoire, la vraie personne sur laquelle se base l'histoire s'appelait Mary Adler, mais dans la série elle s'appelle comme ça. Elle est étudiante dans un programme d'aide aux jeunes défavorisés et elle est violée en fait dans son appartement. Le truc horrible, elle dort tranquillement et tout d'un coup elle sent une masse très lourde sur elle qui va la violer. Direct, elle a le bon réflexe d'appeler la police très tôt le matin. Finalement, elle va être interrogée par des hommes qui vont être étonnés du peu de traces laissées par le viol, autant chez elle que sur elle. Et il y a une de ses mères d'accueil, de famille d'accueil précédente, qui va émettre des doutes sur son viol et du coup, on va dire qu'elle raconte des bobards et il va s'en suivre plein d'événements assez dégueulasses pour elle parce qu'elle va perdre son boulot et du coup elle va même être poursuivie pour fausse déclaration, ce qui est pas rien. 3 ans plus tard, on a dans un autre état des États-Unis une enquêtrice de la police qui va enquêter sur une affaire du même type, donc Karen Duval, et elle va mettre du cœur à l'ouvrage pour trouver le violeur d'une autre jeune femme qui s'est fait violer chez elle pendant qu'elle dormait. C'est fait de façon très propagande cette série dans le sens où on va vraiment opposer les femmes qui sauvent, qui vraiment prennent en considération le viol, qui sont les pauvres victimes du viol, et on a les hommes qui dédaignent un petit peu les violés et qui sont des sales types. Mais c'est que ça se base quand même sur une histoire vraie, donc c'est censé retracer ce qui s'est passé réellement, donc c'est ça qui est moche. Mais c'est vraiment une belle remise en question de la manière dont sont traitées les victimes de viol. Et ouais, c'est une histoire qui est une série qui est à suivre. La série suivante, c'est The Crown. Je pense que si vous avez un petit peu d'attrait pour tout ce qui est monarchie britannique, je pense que vous n'avez pas loupé cette série. La série raconte la vie de Elisabeth II qui, à l'âge de 25 ans, est confrontée à la lourde tâche de devoir reprendre la monarchie la plus célèbre du monde, donc la monarchie britannique. Elle va jouer son rôle aux côtés de Winston Churchill à l'époque. Elle retrace toute sa vie, donc c'est à la fois une série qui est très instructive parce que moi, en termes d'histoire, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, mais c'est à la fois aussi très intrusif, c'est-à-dire qu'on nous plonge vraiment dans les entrailles de la vie privée de la famille. On se demande d'ailleurs à quel point chaque détail est vrai, puisqu'il y a beaucoup de détails et que comment on est arrivé à tous ces détails finalement. J'ai eu un peu de mal à suivre les dernières saisons, avec le changement d'acteur notamment. On se retrouve, on avait une reine, une jeune femme au départ aux yeux bleus, la suivante elle a les yeux marrons. Les actrices, je sais pas de quelle couleur a la vraie Elisabeth II, je sais pas ses yeux, de quelle couleur ils sont pour de vrai, mais en tout cas, d'une actrice à l'autre, ils ont pas trouvé moyen d'avoir la même couleur d'yeux, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Du coup, faut s'y faire, hein, mais sinon, la série est vraiment très bien faite. Il y a ce côté un peu voyeuriste qui fait qu'on a envie de savoir ce qui se passe dans cette famille royale, donc c'est vraiment bien. La 8e série, je crois, dont je voulais vous parler, c'est Atypical. Je vous en ai parlé récemment, donc je vais essayer de pas trop m'attarder. C'est l'histoire de Sam, qui est un jeune autiste de 18 ans, qui est en l'équivalent de la terminale en France. Il suit une thérapie, il est en quête d'amour et d'indépendance et ça perturbe beaucoup sa mère qui a toujours été sur lui à fond, et du coup la série, ça se concentre vraiment sur l'autisme, mais on voit le quotidien d'une famille vivant avec un enfant en situation de handicap. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne série qui sûrement enjolivait un peu les choses. Je ne connais pas ce contexte de mon expérience, mais je peux imaginer qu'il y a des autistes beaucoup plus sévères et que là on voit un autiste qui n'a pas
un syndrome autistique assez lourd pour qu'on doive l'attacher, comme j'ai pu entendre souvent de fois. C'est pas quelqu'un qu'on doit laver. Je peux comprendre que certaines personnes qui vivent ce genre de situation peuvent trouver la série un peu enjolivée, comme d'autres peuvent trouver que c'est bien qu'on aborde le thème sous forme de série, le fait qu'on en parle. La série, elle joue encore, je l'avais dit, le coup de l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'on peut passer du rire aux larmes, on peut passer aussi à la gêne, parce que, je l'avais dit aussi la dernière fois, je pense que on est parfois gêné en fait d'en rire, mais c'est ce que veut la série, alors que finalement on rigole de son syndrome autistique, donc ça peut être assez gênant. J'adore à quel point l'amitié est mise en valeur dans cette série, son meilleur pote, on voudrait tous avoir ce meilleur pote tellement il est génial. Et la fraternité aussi, sa sœur est vraiment très proche de lui et elle prend soin de lui, vraiment c'est une belle série. La série suivante c'est Good Girls, j'ai adoré cette série. On a trois mères, trois épouses et mères de famille qui sont clean sous tout rapport, mis à part l'une des trois qui est un petit peu, enfin voilà, qui est pas toujours très sérieuse. Mais on a voilà, des femmes qui sont censées soigner leur foyer. Elles ont toutes les trois des problèmes d'argent pour différentes raisons. Elles vont braquer un supermarché. Et ce supermarché, il contient dans les coffres beaucoup plus d'argent que prévu parce que cet argent est issu de blanchiment d'argent. Et elles vont se retrouver dans un engrenage où elles vont devoir blanchir de l'argent pour un mec. Le casting est tellement bien choisi, les actrices sont drôles. Certaines sont drôles sans qu'on s'attende à ce qu'elles soient drôles, d'autres sont vraiment hilarantes. Elles sont, chacune d'elles, la caricature de la femme américaine à leur façon. J'ai regardé aussi L'Art du rangement dans un style tout à fait différent et je voulais en parler parce que je vous avais parlé du fait que moi, La magie du rangement, le livre, j'avais pas du tout aimé, j'avais pas du tout accroché. C'est pas ça qui avait déclenché chez moi un syndrome du rangement, du désencombrement et de l'organisation. J'avais trouvé que Marie Kondo, elle avait un petit peu des problèmes là-dedans et je trouve que ça se concentrait beaucoup sur sa vie au départ et quand on lisait le truc on se disait non mais elle a un pet au casque et finalement le fait de le voir en série on voit cette japonaise donc Marie Kondo, la série elle est vraiment faite avec Marie Kondo, ce petit bout de femme qui est adorable, c'est une japonaise qui est trop mignonne. Elle est très souriante et très clean sur elle, comme beaucoup de japonaises. La voit en fait intervenir dans son rôle de coach en rangement, en organisation de la maison. On la voit intervenir dans différentes familles et c'est vraiment passionnant de regarder l'avant-après en fait de tout ça, comme on peut voir sur YouTube des personnes qui montrent l'avant-après du rangement et de la réorganisation de leur maison. Et moi j'ai bien aimé et ça m'a un petit peu lancé en fait, ça fait se bouger sur le sujet du rangement et de l'organisation de sa maison, même si moi je prends pas tout de ce dont elle parle. Jamais j'ai mis mes fringues partout sur mon lit là en grosse pile pour me rendre compte qu'il fallait que je trie, pas du tout. J'ai trouvé que c'était bien fait et qu'on avait envie de ranger ensuite. J'ai pas eu le besoin moi de regarder toutes les familles, je trouve qu'on a vu 3 épisodes voire 4 sur les 8 ou 10 qu'il y a. Ça, on a fait le tour, mais je trouve que c'est à voir si vous pensez que chez vous il y a besoin de rangement. La 11e, c'est celle que j'ai regardée sur OCS, c'est Big Little Lies, qui est la traduction en fait de Petits secrets, gros mensonges. Le scénario se déroule à Monterey, qui est une petite ville de Californie, mais où se concentrent beaucoup de familles très riches. Là on est sur des grosses baraques au bord de la mer en Californie. Et on a Madeline, qui est la jeune femme blonde, superbe, magnifique, aux apparences de vie parfaite. Elle va bien accueillir en fait une jeune mère qui est une jeune mère célibataire, donc Jane, je me souviens plus de son nom de famille, qui est la mère de Ziggy. Ziggy est intégré dans la même école que les enfants de Madeline et aussi d'une autre personne qui est Céleste, qui elle est toute fragile, très gentille, qui a un mari et des jumeaux et qui était anciennement avocate.
Et du coup, elles vont se lier d'amitié, mais le premier jour de la rentrée de Ziggy, il va se passer un événement. On va dire, en fait, quelqu'un va raconter qu'il a tenté d'étrangler une petite fille qui est la fille, en fait, de la mère la plus puissante. Elle est PDG d'une super boîte. Et du coup, elle va monter tout le monde contre Jane et son fils. Et puis il va s'en suivre plein de péripéties jusqu'à, en fait, dès le début, qu'il y a un meurtre qui s'est passé lors d'une soirée caritative, on ne sait pas de qui, et du coup on voit un petit peu, il y a des flashbacks sur cet événement, et la série est passionnante, avec des profils psychologiques aussi assez tordus. La dernière série que j'ai regardée dernièrement et qui m'a fascinée, on a presque honte parfois de dire que ce type d'histoire fascine, mais c'est clair que c'est une série qui a fasciné, et cette histoire a fasciné à l'époque. C'est la série sur Grégory, qui s'appelle Grégory sur Netflix. Donc on est sur une mini-série avec 5-6 épisodes. C'est une série documentaire sur l'histoire de Grégory Villemain, qui a été tué à l'âge de 4 ans en 1984 dans la Vologne. Cet enfant a été jeté dans la Vologne, pieds et poings liés. Et du coup, à l'heure actuelle, 30 ans après, on ne sait toujours pas qui a commis ce meurtre. Et moi, ce genre de fait divers, ça va avoir tendance à me passionner, à me fasciner. Et je comprends à quel point cette histoire a pu rendre tout le monde dingue. Il y a eu tellement de voyeurisme, et les journalistes ont été tellement mêlés aux enquêtes qu'il y a énormément de films dans cette série. En fait, la série, elle est faite de témoignages d'enquêteurs. Au début, ça a été la gendarmerie et après la police, et elle est faite de témoignages des journalistes principaux qui ont rédigé des papiers ou fait des reportages télé sur le sujet. Et on voit beaucoup de photos, de coupures de presse et de vidéos, en fait, de témoignages des parents, de la famille. On se rend compte qu'il y a plein de secrets de famille, de haine familiale qui sont faites. On se rend compte qu'il y avait un corbeau qui envoyait des lettres à la famille, aux parents Villemain. C'est une série aussi qui est à la fois très récente. On est quand même sur une série du XXe siècle. 1984, c'est l'année de naissance de ma sœur. À la fois, c'est une série qui paraît très loin parce qu'on n'avait pas les moyens d'enquête d'aujourd'hui. On se rend compte aussi dans cette série à quel point la presse a joué un rôle à la fois négatif et à la fois bancal, en fait, et à la fois positif sur cette histoire, parce que beaucoup de journalistes se sont positionnés en enquêteurs sur le terrain au même titre que la police et les gendarmes. Ils ont été très intrusifs, en fait, dans la vie de la famille Villemain. Et d'ailleurs, c'est presque gênant, en fait, de regarder cette série tellement c'est intrusif, en fait, comme documentaire sur leur vie. Et aussi, on voit à quel point beaucoup de personnes n'ont pas fait leur boulot à l'époque, autant le juge que la gendarmerie, que le commissaire, qui aujourd'hui sont des gens qui profitent de leur retraite tranquille, mais on se rend compte qu'à l'époque, leur mauvais travail, plein d'erreurs, ont fait que on n'a pas la réponse aujourd'hui de ce qui s'est passé. C'est des choses qui me foutent dans une rage pas possible, de se dire voilà, ce sont des gens qui là profitent totalement, et qui pour certains ont des propos mais hyper misogynes. Le Corazzi, là, à un moment, il témoigne, et je sais pas s'il a dit que ça volontairement dans son témoignage, mais il témoigne dans son aspect actuel, hein. Il témoigne pour la série Netflix en ayant des propos misogynes, donc je vais pas vous les citer pour pas vous spoiler tout le contenu de la série. En tant que maman, je pense que tout ce qui est enlèvement, meurtre d'enfants comme ça, c'est assez traumatisant, assez poignant. Je vous recommande de la regarder si vous êtes assez bien dans vos pompes, hein, parce que si vous voulez vous remonter le moral avec ça, je pense pas que ce soit le bon moyen. Mais voilà, si vous êtes bien dans vos pompes et que vous avez envie quand même, si vous êtes passionné de ce genre de sujet, je vous recommande cette série, elle est quand même très bien faite. J'espère que cette sélection vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, à me mettre un pouce en l'air également sous cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder
ma vidéo précédente avec les 12 autres séries dont j'avais parlé, histoire de pas me dire bah, est-ce que tu as regardé telle série alors que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Si vous avez des séries nouvelles ou pourquoi pas d'autres séries à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine.